Je m'appelle Mathias, j'ai 29 ans et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille. Assis sur un morceau de tôle, je contemple les débris fumants de notre avion. La nuit dernière, tout a changé. Avant tout ça, j'étais un technicien en électronique. Un homme ordinaire, loin d'être un aventurier. J'avais passé une semaine à courir de réunion en réunion pour un voyage d'affaires. Rien qui préparait à ce genre de catastrophe. Maintenant, je suis ici, seul avec quelques autres survivants. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Je revois encore ces instants de chaos. Le décollage était agité, mais rien qui ne semblait anormal à l'époque. Puis, la secousse. Les masques à oxygène tombant du plafond, l'alarme assourdissante, les cris, tout a basculé en une fraction de seconde. Ma famille est loin. Mes parents vivent en Europe et ma sœur à des milliers de kilomètres. J'ai toujours été quelqu'un de solitaire. Ironiquement, c'est peut-être ce trait de caractère qui va m'aider à garder la tête froide ici. Mais maintenant, pour survivre, je vais devoir m'ouvrir aux autres. Sur la plage, je repère 2 autres survivants. Camille, 26 ans, est assise contre une carcasse d'aile, le visage crispé par la douleur. Son épaule semble à moitié déboîtée. Thomas, un homme d'une quarantaine d'années, fouille activement les débris. Il semble chercher quelque chose avec obstination. Camille me parle brièvement. Elle était en route pour retrouver son fiancé. Quant à Thomas, il mentionne ses 2 enfants qui l'attendent au pays. Tout le monde a quelqu'un qu'il veut revoir. Ce lien invisible semble nous motiver à tenir bon, malgré tout. L'avion est en pièces, les vivres presque inexistants. Pas de balise de détresse qui fonctionne. Aucun signe de secours. Le soleil tape fort et nos gourdes sont presque vides. L'urgence est claire. Trouver de l'eau et de la nourriture ou mourir. Je sens la panique monter. J'essaye de ne pas y céder. Chaque seconde compte et la moindre erreur pourrait être fatale. Mes mains tremblent. Je suis choqué, presque paralysé. Mais une voix intérieure me pousse à réagir. Mathias, un pas après l'autre. Tu peux y arriver. Tu n'as pas le choix. Cette résolution, même fragile, est la seule chose qui me maintient debout. Camille grimace. Elle explique qu'elle peut à peine bouger son bras. Thomas propose de chercher des feuilles ou des lianes pour fabriquer une attelle. Moi, je suggère qu'on fouille l'épave à la recherche de fournitures médicales. Nous nous y mettons tous ensemble. C'est une corvée, mais en équipe, nous parvenons à soulever des morceaux de débris pour récupérer quelques objets utiles. En cherchant de quoi aider Camille, je me rappelle un vieux cours de premier secours que j'avais suivi. Mon père insistait toujours. « Mathias, apprends des choses utiles. On ne sait jamais ce que la vie peut réserver. » Je ne l'écoutais pas vraiment à l'époque. Maintenant, ces paroles résonnent avec un poids inattendu. Il devient évident qu'on ne peut pas rester immobile. Je propose de partir à la recherche de ressources. Thomas accepte de rester sur place pour examiner la boîte noire et tenter de bricoler un signal. Camille, malgré son épaule, insiste pour m'accompagner. Elle préfère affronter le danger que de rester seule. Je mets en place un sac improvisé avec des bouteilles vides, un couteau de survie trouvé dans une valise et 2 barres énergétiques. Camille attrape un bâton pour s'appuyer. Nous décidons de longer la plage, espérant trouver une source d'eau ou de nourriture. Avant de partir, Thomas nous glisse quelque chose d'inquiétant. Il a repéré des traces de pas qui ne sont pas les nôtres. « Faites attention », nous dit-il. Cette idée m'obsède pendant tout le trajet. Qui pourrait bien être ici ? De son côté, Camille confie son angoisse. Elle pense sans cesse à son fiancé qui ignore tout de sa situation. Nous portons chacun un poids invisible, en plus de celui très réel de la survie. Les premières difficultés ne tardent pas. Le terrain devient de plus en plus rocailleux. Et Camille hurle de douleur en glissant. Je l'aide à se relever, mais chaque pas semble un calvaire pour elle. En plus, le ciel s'assombrit. Des nuages menaçants annoncent un orage imminent. Nous n'avons rien pour nous abriter efficacement. Chaque étape devient une lutte contre la nature. En traversant une zone plus dense, nous tombons sur un campement abandonné. Des traces de lutte sont visibles. Des boîtes de conserve éparpillées. Un cahier trempé avec des notes éparses. Une phrase attire mon attention. Ils attaquent la nuit. Je sens un frisson parcourir mon échine. Qui sont-ils ? Des animaux ? Des humains ? Camille commence à paniquer. Nous sommes clairement face à un danger invisible. Camille insistait pour faire demi-tour. Elle est terrifiée à l'idée de passer la nuit dehors. Je tente de la rassurer, même si mes propres nerfs sont à vif. Nous devons trouver de l'eau avant de retourner à l'épave. Je presse le pas, scrutant chaque ombre, chaque bruit. L'équilibre entre ma peur et mon besoin de trouver des ressources est de plus en plus difficile à maintenir. Face à l'épuisement de Camille et aux signes d'orage, je prends une décision. Nous devons retourner à l'épave avant la nuit. Cependant, je veux découvrir un point d'eau avant de revenir. C'est une question de survie. Camille acquiesce, bien qu'elle soit visiblement à bout de force. Chaque pas devient une épreuve, mais nous continuons à avancer ensemble. Durant une pause, Camille raconte un souvenir d'enfance. Elle était terrifiée par l'idée de dormir sous une tente lors d'un voyage scolaire. Je souris malgré moi. Elle a toujours préféré le confort d'un lit.
Cette légère accalmie me rappelle que derrière chaque épreuve, nous restons humains. Ces instants de vulnérabilité partagée nous rapprochent. Alors que nous traversons une zone plus escarpée, je suis pris d'un flashback. Un accident de voiture, des années plus tôt, me revient en mémoire. La sensation d'être piégé, impuissant, est identique à celle que je ressens maintenant. Je perds brièvement l'équilibre. Camille me soutient, inquiète. Je chasse ces pensées sombres et me concentre sur notre objectif. Après des heures et heures de marche, nous découvrons enfin un filet d'eau douce. Il serpente entre des rochers, entouré d'une végétation dense. L'espoir renaît en moi, mais des bruits étranges nous entourent. Des feuillages qui bougent, des grognements lointains. Quelque chose nous observe. La tension monte alors que le soleil commence à se coucher. Alors que nous remplissons nos bouteilles, un prédateur surgit. Une sorte de félin aux yeux brillants, agile et terrifiant. Camille pousse un cri strident. Je brandis mon couteau de survie, prêt à tout. Le combat est bref, et le combat est bref mais intense. Je parviens à blesser l'animal qui s'enfuit en rugissant. Mon corps tout entier tremble, mais nous sommes vivants. Pour l'instant. Camille laisse blessé. Une griffure profonde orne son bras. J'improvise un pansement avec ce que j'ai sous la main. Nous devons rentrer immédiatement à l'épave avant que la nuit ne tombe complètement. Le chemin du retour est une course contre le temps. Chaque bruit dans les buissons me fait sursauter. L'adrénaline me maintient en alerte. Alors que nous approchons de l'épave, une réalisation me frappe. Moi, le technicien ordinaire, je viens de survivre à une attaque d'animal sauvage. Chaque épreuve semble révéler une force que j'ignorais avoir. Je regarde Camille, épuisé mais debout, et je me dis que cette épreuve forge des liens plus solides que tout ce que j'ai connu avant. De retour à l'épave, Thomas nous accueille avec une lueur d'espoir. Il a bricolé un émetteur rudimentaire et reçu un écho radio. Un signal de secours est peut-être proche. Camille s'effondre de fatigue. Thomas propose un nouveau plan, suivre le signal pour trouver une aide potentielle. Nous sommes à un tournant critique. Nous avons construit un abri plus solide à partir des débris. Chaque jour, nous rationnons l'eau que nous avons rapportée et partageons les maigres ressources. Les nuits sont les plus difficiles. Nous montons la garde à tour de rôle, craignant le retour du félin ou d'autres dangers inconnus. Camille commence à récupérer doucement. Ses blessures, bien que douloureuses, guérissent lentement. Thomas, lui, reste concentré sur l'émetteur. Il est persuadé que le signal capté pourrait nous mener vers une aide extérieure. De mon côté, je m'occupe de renforcer l'abri et d'organiser les provisions. La survie n'est plus une réaction instinctive, elle devient notre nouvelle routine. Malgré tout, une certaine peur s'installe. Chaque craquement, chaque bruit inconnu dans la forêt réveille en moi une vigilance permanente. L'épuisement mental est presque aussi écrasant que la faim. Un matin, Thomas annonce avec excitation qu'il a localisé une source du signal. Selon lui, il provient de l'autre côté de l'île. Il nous propose de partir explorer cette direction, espérant y trouver d'autres survivants ou une équipe de secours. Camille, encore affaiblie, se montre réticente à l'idée de quitter l'abri. Mais après une longue discussion, elle accepte de nous accompagner. « Rester ici, c'est mourir à petit feu », dit-elle finalement. Nous préparons un minimum de provisions, bouteilles de eau, morceaux de métal aiguisés pour nous défendre et quelques restes de nourriture. Alors que nous commençons à nous mettre en route, je ressens un étrange mélange de peur et d'espoir. La perspective de trouver de l'aide éloigne temporairement la fatigue et le désespoir. Après plusieurs heures de marche, nous atteignons une clairière. Au loin, un bruit familier mais presque oublié, celui des pales d'un hélicoptère. Nous nous mettons à courir, ignorant la douleur et l'épuisement. Un hélicoptère de recherche est posé dans une zone dégagée. Des secouristes descendent en hâte. Thomas agite frénétiquement les bras, tandis que Camille éclate en sanglots. Pour la première fois depuis le crash, je sens le poids de la peur et du désespoir se dissiper. Nous sommes secourus. L'hélicoptère nous emmène loin de cette île maudite, vers un lieu où la douleur et la peur feront place à la reconstruction. Alors que nous nous envolons, je jette un dernier regard à l'île, reconnaissant d'avoir survécu, mais certain que cette expérience m'a changé à jamais.